Mémoire de Charles Magnus, chapitre 1. Qui que vous soyez, je vous écris ces mots, car cela me semble important pour vous, pour les générations futures, afin que vous puissiez comprendre pourquoi je suis arrivé là. Tout a commencé il y a très longtemps. J'aurais aimé que cela ne m'arrive jamais. J'aurais aimé que les choses se soient déroulées autrement. J'aurais aimé avoir un peu plus de chance. C'était il y a un bail. On m'a dit quand j'étais petit que j'étais né sur un bateau, en pleine mer. Notre contrée avait été la première à être conquise. Nos ennemis avaient demandé un tribut, des prisonniers de guerre. On s'était opposé à eux, et on se devait de payer le prix fort. Ma mère me mit au monde alors qu'ils nous avaient tous embarqués, nous tous, agglutinés, empilés dans la cale de leur navire comme de la marchandise. J'ouvrais les yeux, poussa mon premier cri au milieu des enfants, des hommes, des femmes et des vieillards, direction notre nouvelle vie. Une fois arrivé, chaque famille fut donnée à de puissants aristocrates ou à de riches propriétaires. Certains d'entre eux avaient assez d'influence pour en obtenir plusieurs. Ce fut le cas de mes maîtres. Ils avaient plusieurs centaines d'hectares près des côtes, un domaine sublime, des espaces forestiers ou chassés et des terres cultivables. Nos tâches étaient très variées en fonction des désirs de nos maîtres. En général, les hommes partaient pêcher, s'occupaient des plantations et de l'agriculture et de la construction des bâtiments. Les femmes, pour certaines d'entre elles, pouvaient éviter ces travaux pénibles et devenaient domestiques dans la maison du maître. Mais pour cela, bien entendu, il fallait une apparence agréable au regard, ainsi qu'un silence et des manières irréprochables, ce qui n'était pas à la portée de tout le monde. Un jour, alors que mon père alla pêcher, sous les ordres du maître, avec les autres hommes, afin de garantir une certaine production, il tomba du navire puis se noya. Je ne l'ai jamais connu, je n'avais que 2 ans. C'est à 4 ans que les petits reçoivent la marque. Tous les adultes la possédaient forcément. Mais pour les jeunes, la loi nous autorisait au moins à nous tenir sur nos 2 petites gambettes avant de la recevoir. Croyez-moi, cette douleur, je peux encore la sentir. Cinglante, directe, une chaleur insoutenable, le fer rouge et brûlant qui me perce la peau et le bruit de ma chair cuite. Ils me la firent sur le torse, près du cœur. Ils nous faisaient ça pour nous rappeler qui nous étions, au fond, et pour le montrer à tous, des animaux obéissants, des parias, de simples objets bons à les satisfaire. J'avais tant hurlé sous la douleur, sous cette douleur, qu'on m'entendit dans tout le domaine. J'aurais aimé ne jamais posséder cette marque, un cercle rouge, avec 6 traits à l'intérieur, se rejoignant au centre. Interdiction de la cacher. J'étais condamné à toujours porter des chemises ouvertes, même l'hiver. Jeune, on faisait surtout du travail manuel. Nous faisions de la couture, du tissage, ainsi que des corvées à notre portée. Malgré le fait que mes mains étaient de plus en plus engourdies, que j'avais l'impression d'être une marionnette dont l'engrenage avait été parfaitement millimétré, que mon corps répétait chaque tâche au fur et à mesure avec un automatisme certain, que je voulais m'amuser, que je voulais me reposer, maman me disait toujours « Tais-toi et continue ». Et je continuais. À 7 ans, je fis un cauchemar. Je n'arrivais pas à nettoyer les toilettes de nos maîtres. Peu importait la quantité d'eau, de savon et de coups de brosse, la merde ne s'enlevait pas. Un torrent de merde se déversa sur moi et me noya tout entier. Je me réveille, en sursaut. Les autres continuaient à dormir. On travaillait tant la journée qu'il en fallait beaucoup pour nous réveiller la nuit. Parmi nous, seuls les domestiques dormaient chez nos maîtres.
Nous autres disposions seulement d'une maisonnette de bois où nous dormions tous par terre, collés les uns aux autres. Je me levais et passais au-dessus des corps endormis. On était une trentaine à coucher ici, environ. Je m'approchais du trou qu'il y avait dans un de nos murs et qui nous servait de fenêtre. Je regardais dans cette ouverture, sur le monde, et je le vis. Le manoir des maîtres. Une bâtisse formidable, en style néo-gothique, totalement noire, décriant avec le reste du paysage, mais s'affirmant comme le centre de ce petit royaume. Je tendais la main. Le manoir semblait si petit, il tenait dans ma main. Un jour, j'obtiendrai une maison comme celle-ci pour maman et moi. À 13 ans, nous les garçons, on commence les tâches ardues. Même si les maîtres nous traitaient bien, notre fatigue se décuplait de jour en jour. Même si les travaux étaient nombreux et pénibles, mon corps s'adaptait à ces conditions. Même jeune, et pour une raison inconnue, j'étais plus endurant et plus fort que n'importe quel travailleur du domaine. Je soulevais plus, j'étais plus rapide, je tenais plus le rythme, je produisais plus. À 15 ans, alors que je retournais la terre avec une charrue et un cheval de trait, le cheval s'effondra net d'un coup. Pouf! Il était mort de vieillesse, le cheval, le canasson. Le fils du maître vint nous voir. Il nous dit « Il faut faire quelque chose, sans ça on vendra moins à la capitale !» On discuta avec le fils du maître afin de trouver une solution. Pour acheter un cheval, c'était pas à côté. Il fallait attendre des jours et des jours avant d'en avoir un autre. Je restais en retrait, les regardant dialoguer. Cet événement allait retomber sur nous, les travailleurs, et je ne pouvais laisser ça arriver. Sans dire mot, je pris de mes mains les 2 lanières de cuir reliées à la charrue. J'enroulais les lanières autour de ma taille et de mes épaules, puis je tirais. Je tirais de toutes mes forces. La charrue labourait à nouveau la terre. Les travailleurs et le fils du maître furent bouche bée devant cet événement inattendu. Moi, à seulement 15 ans, tirant la charrue avec ma propre force physique. Ils me regardaient comme si le bon Dieu était descendu du ciel. Ah, j'aurais tellement voulu que vous voyiez leur gueule. Comme si un ange leur avait montré la voie, comme s'ils avaient vu un miracle. Durant 6 heures, j'ai labouré de ma seule force le champ entier. On planta les grains et la récolte fut un succès. Chaque pas me faisait mal. Je tirais même si mes muscles allaient se détruire. Je serrais les dents jusqu'au sang. Une fois le travail terminé, je m'effondrais et je dormis pendant 3 jours. La nouvelle fit le tour du domaine. Tous les travailleurs comptaient sur moi et me faisaient confiance. Je leur permis de souffler un peu en redoublant mes efforts. Le maître était si content de moi qu'il m'autorisait à me reposer de temps en temps. La vie nous était devenue plus agréable et moins éprouvante. J'étais même devenu domestique. Il me jugeait assez beau garçon pour cette fonction. La même année, c'est là que je la vis. Elle avait 15 ans. Comme moi, elle avait de longs cheveux blonds et des yeux verts perçants. Et je me souvenais aussi qu'elle avait des taches de rousseur bien placées. Mais surtout, la grâce. Elle était touchée par la grâce. Tout était parfait et harmonieux dans ses actions. Elle ne laissait aucun geste au hasard. Rien n'était superflu. Sa marche, ses gestes, sa prestance. Elle était une domestique du manoir. Sa marque était sur son épaule gauche. Elle avait donc une robe modeste, mais légèrement baissée, de sorte à ce qu'on voit la marque. La vue de ses épaules fragiles me fit frissonner. Notre première rencontre s'est faite au manoir. Elle m'apprit par la suite tout ce que je devais savoir pour être un bon domestique. La tenue, la bienséance, le silence, la révérence, les formules de politesse adéquates, notre quotidien, la cuisine. Sa voix était à l'image de son apparence. Radieuse. La première fois que je l'entendis, j'ai cru que j'allais fondre.
Qu'est-ce que j'étais rouge. Elle était à notre maître seulement depuis quelques mois. On s'est beaucoup amusés tous les deux. J'étais très bourru, indélicat et un peu bébête. Donc quand elle devait m'apprendre la révérence, la politesse, la cuisine ou bien me tenir, c'était toujours d'une drôlerie à couper le souffle. Je cassais beaucoup de choses, je me brûlais, je renversais les tasses, je bégayais et j'avais l'impression d'avoir un balai dans le cul, sans déconner. Par contre, Dieu, ce que je la faisais rire. Elle riait et ça me comblait de joie. 3 semaines plus tard, on fit l'amour dans la forêt, sous la belle étoile. Pour se marier, on devait avoir l'autorisation du maître. Il nous accorda un jour de repos à tous les deux pour fêter notre union. C'était ma mère qui nous avait unis. Elle pleurait tellement ce jour-là qu'elle avait du mal à finir. À 17 ans, on devait entreprendre de grands travaux afin d'établir un village dans le domaine, dont le maître serait le maire. Durant 2 années entières, nous travaillâmes d'arrache-pied afin de bâtir ce village. On rapporta, tira, achemina chaque bloc de granit, chaque brique à la force de nos bras. On tirait les cordages, nous faisions poulies, rouler chaque partie. Nous bâtissions les échafaudages, les bases de bois incrustées sous la terre. Nous faisions frapper les marteaux, les clous, le métal, les palissades au prix de notre sueur. La place centrale était un comptoir de commerce surplombé par l'église. Cette église fut le bâtiment le plus difficile à construire. Il dénotait par rapport aux autres plus imposants. Fait d'un marbre blanc et pur, il semblait toucher le ciel. La foi du roi est répandue sur cette terre. Donc, nous devions faire honneur au souverain légitime. L'intérieur était opposé à l'extérieur, des tas de vitraux colorés représentant notre histoire. Il y a 400 ans, des humains avec des pouvoirs apparurent et semèrent le chaos en ce monde. Destruction et malheur étaient les seules lois. Un jour vint le roi qui mit fin à cette ère d'anarchie et installa un ordre nouveau de paix et d'amour. Depuis, sa descendance règne toujours sur le pays et la volonté du roi originel, notre sauveur, passe de génération en génération à travers ses fils. Ainsi était et est toujours le credo de la foi du roi. Le prêtre ayant une grande importance dans notre communauté, nous pria vivement de chacun d'entre nous, chacun des membres de la communauté, afin de se convertir et à reconnaître le roi comme notre Messie. C'est ce que nous fîmes, tous, en tout cas tous ceux sans religion, surtout nous les travailleurs qui étions originaires d'un autre pays. Chaque matin, nous prions à genoux, tête baissée, parfois front contre le sol, se prosternant devant l'ultime sauveur et son autel. Le prêtre était seul à parler et récitait les versets avec un entrain adéquat. Aucun vitraux ne représentait le roi originel. Seulement des représentations partielles de son ombre ou des métaphores, des allégories ou des représentations imagées. Car il était formellement interdit de le représenter de quelque manière que ce soit ou de lui manquer de respect. La vie continua ainsi son cours. Des dizaines de commerçants s'installèrent ici, puis des dizaines de familles. 543 personnes vivaient à State Town quand j'avais atteint les 20 ans. On continuait à travailler durement, mais le maître prit soin d'avoir plus de travailleurs, ce qui allégeait quelque peu notre quotidien. Mais on tenait. Nous étions solides. D'ailleurs, j'ai eu un enfant. Le jour de l'accouchement, alors que 2 sages-femmes, elles aussi domestiques, assistaient ma femme, j'étais devant elle et je voyais le petit arriver. Quand il sortit enfin, je pus le prendre dans mes bras. Il hurlait pour la première fois, les yeux fermés. Il dégoulinait d'un liquide visqueux, mais ce petit être créé par notre amour me faisait oublier le dégoût
que pouvait susciter cette eau collante qui la recouvrait. Elle était merveilleuse. C'était une petite fille. Elle pesait rien. Elle était si frêle, si fragile. Elle se collait à moi, à mon torse, là où il y avait la marque. J'aurais tout donné pour qu'elle ne l'eût jamais. J'aurais tout donné pour qu'elle ne l'eût jamais. Mais à quoi bon? Les choses étaient ainsi faites. Quelque temps plus tard, 3 personnes avaient disparu à Statetown. Les corps n'étaient jamais retrouvés et seuls les vêtements des victimes étaient sur les lieux de ces crimes. Sauf que les vêtements étaient intacts. Je rentre à la maison, inquiet par ces rumeurs. Le maître avait fourni à ma famille une maisonnette. C'était ma récompense pour la qualité de mon travail. Je passe la porte, le cœur serré par le climat de danger qui nous menaçait. Je fais savoir que je suis là. « Chérie, je suis rentré !» Aucune réponse. Je la cherche dans la maisonnette. Elle n'est pas là. C'est pas normal. Elle devrait être rentrée à cette heure-ci. Je m'approche du berceau de notre fille. Sauf que quelque chose me bloque physiquement. Je suis retenu. Qu'est-ce qui se passe à la fin? 2 personnes apparaissent devant moi petit à petit, comme si elles sortaient d'un voile invisible. Elles cachent le berceau. 2 femmes, la trentaine, taciturnes, en uniforme vert. L'armée du roi! Une 3e personne se fait entendre. Ne bouge pas. Un homme derrière moi. Il me retient par une clé de bras. Son autre bras entoure ma gorge. Dans sa main, une énergie se dégage, elle prend forme et devient un poignard aiguisé, tranchant sous ma gorge nue. Craintif, je n'ose même pas parler. Des mutants? J'en avais entendu parler, mais c'est la première fois que j'en voyais. Eux servaient la justice du roi. Je n'ai rien fait, je vous en prie, dis-je presque silencieusement. Une des 2 femmes se rapprocha de moi, sûre d'elle, décontractée. Ta femme est une mutante, gamin. On a été obligé de la nettoyer. Elle était trop dangereuse. Elle pouvait désintégrer la matière organique par sa simple pensée. Elle ne se contrôlait pas. Est-ce que tu étais au courant et est-ce que toi aussi, tu es un mutant? Un filet de sang s'échappa de ma gorge à cause de la pointe de la lame. Mon cœur battait la chamade. À ces mots, je répondis promptement. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez comme connerie? Nous, mutants? Nous ne sommes que des honnêtes gens. On essaye de gagner notre pain et de vivre dignement. Bordel! Où est-elle? Qu'est-ce que vous avez fait de ma femme? Je hurlais et essayais de me dégager, mais le soldat réaffirma sa poigne et sa lame contre mon cou. La femme qui semblait être leur supérieure semblait hésiter. Elle prit son courage à 2 mains. Elle est morte. Nous l'avons exécutée dans la journée. Nous y étions obligés. Tout le village aurait pu y passer. Je suis désolé. Ces mots sont gravés au fer rouge sur mon âme. Cette réalité était insensée. Ma rage fut indomptable. Je mis un coup de coude dans le ventre du soldat derrière moi qui traversa le mur de bois de la maisonnette. Tel un taureau courroucé, je m'élançai vers le berceau en repoussant violemment les 2 soldates sur les côtés. Je pris ma fille dans les bras. En larmes, je criai « C'est pas possible! Ma femme n'est pas une tueuse! Jamais elle ne ferait ça! Menteur !» Un froid glacial se diffusa dans mon échine. J'abaisse les yeux. Le bébé, immobile, ma main vint à sa bouche. Son souffle. Où est son souffle? Ah chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Non, pitié, non, pas ça. Non, mon Dieu, Seigneur, par pitié, non, mon Dieu, non, pas ça. Mon cri fut entendu partout.
C'est là que mon cœur cessa. Il n'y avait plus rien. Le soleil de ma vie était parti. À genoux, tenant mon bébé mort désespérément, pleurant de tout mon être, la soldate se fit entendre encore. Ta fille, elle possédait le même pouvoir. Je suis vraiment désolé. Les risques auraient été trop grands. Voyant qu'on avait enlevé la vie de sa mère, elle tenta de nous tuer aussi. Heureusement, elle a désintégré seulement des organes non vitaux. Elle se mit à genoux à côté de moi et spontanément me prit dans ses bras en pleurant à chaudes larmes, alors que j'étais bloqué dans le vide. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'aurais tellement voulu faire autrement, mais on ne pouvait faire autrement. Puis elle s'écarta. Si tu veux, on peut t'aider à repartir de zéro. On peut t'affranchir, tu peux nous rejoindre. Je veux t'aider, me racheter. Je te le promets. Une secousse se fit entendre au loin, puis une deuxième plus violente. Des démons! Ce ne sont que des démons! Je fus changé à jamais. Une seule chose résonnait dans mon esprit. Vengeance! J'arrache le larynx de la chef soldate à main nue. Je ne m'étais jamais senti aussi bien. Sa chair dans ma main, inondée de rouge. Elle se vidant de son sang comme le putain de sale porc qu'elle l'était. Ses collègues enragés, tout comme moi, foncèrent sur nous. La soldate aida sa chef en appuyant sur le cou de son ami. L'homme au couteau et moi, on se livra dans un combat violent et sauvage. La vengeance nous habitait. J'esquivais les coups de couteau, mais fis un saut depuis au-dessus de moi pour atterrir dans mon dos. Il créa énormément de couteaux dont son saut et réussit dans son acrobatie à me planter un couteau dans chaque épaule, puis 2 dans le dos. Je m'effondrais en sang, me croyant mort. Il s'approcha et je pus lui donner un coup de poing lui brisant des dents tout en le propulsant dehors. Les gens autour coururent à tue-tête en nous voyant nous battre à mort au milieu de la place. Il était très agile, mais j'étais plus fort. Je réussis à l'attraper à la jambe, l'écrasant au sol. Ce dernier se fissura sous l'impact. Puis je pris sa tête entre mes mains et je serrai fort. Il créa d'autres couteaux qui me transperçaient les bras, mais je ne bougeais pas. Tel un animal, je luttais contre la douleur pour le briser. Son crâne devint comme un œuf entre mes mains. Ses restes de cervelle brisés vint joncher mes mains, mon corps, mes vêtements, la place et les couteaux plantés dans ma chair. Son corps tomba au sol. J'eus à peine le temps de réaliser que je toussais. Un gaz violet était dans l'air, un gaz toxique. Je suffoquais. La dernière soldate. Elle sortait de chez moi. Son corps était la source de ce gaz toxique. Je tombais à genoux en crachant du sang. Elle pleurait, c'était une belle femme. Je me reconnaissais en elle. Tu les as tués! Tu les as tués! Tous les 2 sales monstres! Elle sortit un pistolet de bois et d'armature métallique. Elle me visait, mais dès qu'elle croisa mon regard, elle hésita comme une sorte d'effroi. Je la tuai du regard. Je voulus tant qu'elle meure. Je voulais hurler « Crève, sale pute !» 3e secousse. Le sol de pierre se métamorphosa. Un pilier de pierre se créa extrêmement rapidement. Non, on aurait dit un pieu. Le pieu fait de roche et de terre lui transperça le poitrail. Le gaz disparut. Elle souffrait comme je l'espérais, comme je le voulais. Ses gémissements d'agonie, son sang, ses larmes, quel délice! Elle s'éteignit debout, maintenue par ce pieu originaire de la terre. Le calme revint sur State Town, mais pas pour longtemps. Des habitants me pointaient avec leurs mousquets. Normal de leur part, j'étais désormais un criminel. Le maître et son fils les guidaient. « Rends-toi, démon, ou crève !» me dit le maître.
Vieux fainéant à la barbe grise. Encore un ordre? Qu'as-tu fait pour avoir tout ça? Tu es juste né chanceux. Pourquoi des enfants nagent dans l'or, alors que d'autres n'ont que leur bite et leur couteau? Est-ce la volonté d'un ou de plusieurs dieux? Est-ce le destin? Là je me revois, je brode, je nettoie les chiottes de ce vieillard. Je travaille la terre, je sers les convives, je suis courtois. Je ne dis pas un mot plus haut que l'autre. Je respecte tout le monde. Je me bats pour les miens. J'aime. Où sont mes amours? Mes chéris? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Ils me tirèrent dessus mais ne m'atteignirent pas. J'ai le regard vide, fixe. Des cailloux en lévitation me protègent de leurs balles. Je me suis battu, j'ai accepté. J'ai fait le dos rond, pour rien. Ô destin, pourquoi es-tu si cruel? J'ai obéi? J'ai obéi. Obéi! Non! Plus jamais! Au diable! Il n'y a plus rien. Seulement le vide. Ils m'ont tout enlevé. L'armée du roi. Le roi. Je suis sûr qu'encore aujourd'hui on peut entendre les échos de mon hurlement de damné. J'ai marqué la vallée pour l'éternité par ce cri. La folie m'avait gagné. La terre trembla, les flots s'agitèrent sur la côte, la terre se sépara en deux, une immense crevasse s'étendit par-delà l'horizon. State Town chuta dans un gouffre infini de ténèbres. Le manoir de mes anciens maîtres, l'église du roi, les choses, les gens, la mer s'engouffraient dans la crevasse. Le déluge se fit. Après ce tremblement de terre qui dévasta tout, je me réveillais, la tête lourde, les vagues venaient, me caressant les jambes. Seules quelques maisons avaient survécu et n'avaient pas sombré, mais elles étaient en ruine. Seule une dizaine d'habitants étaient là. Je me retournais, State Town n'était plus. La mer l'avait remplacé. Ma mère était là, pleurant près de moi. « Mon cœur, que s'est-il passé? Pourquoi es-tu en sang? C'est une catastrophe! State Town! Mon Dieu! » Je me levais. Il n'y avait rien. J'étais vide. Rien n'avait de sens. Je n'avais plus de couteau dans mon corps, mais j'étais blessé. Mais je ne ressentais plus de douleur. Je ne ressentais rien. Rien. J'enlevais ma chemise. Je regardais ma marque. Je ne suis pas né libre. J'ai travaillé. J'ai fondé une famille. Puis la mort, le sang, la destruction. Pourquoi? Pourquoi cela? Tout cela n'avait aucun sens. Je répondis sans émotion. Adieu, mère. Je suis mort. Je suis libre. Je partis. Ma mère voulut me retenir, mais fut arrêtée par les autres habitants. Ils ont sûrement dû lui expliquer que j'étais un démon, un criminel, et que c'était trop dangereux. Et ils avaient raison. Quand j'avais 20 ans, 543 personnes vivaient à State Town. Seules 11 personnes ont survécu. Désormais, je n'avais plus qu'une seule idée en tête, malgré le fait que je l'entendais hurler la même phrase en boucle. J'entendais ma mère hurlant de vive voix dans la vallée. Elle me hurlait sans cesse. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je voulais mourir.
Je ne voulais pas me guérir. J'étais si faible. Mes blessures s'étaient infectées. La maladie m'avait gagné. J'avais perdu tant de sang. J'étais maigre comme un clou. J'avais la peau blême. Je marchais depuis des semaines. Je n'étais ni vraiment mort, ni vraiment vivant. Je ne m'alimentais plus, ni eau, ni nourriture. Je ne sus même pas comment j'avais survécu à ce moment-là. Je ne dormais pas. Je ne sais même plus combien de temps s'était écoulé avant que je m'effondre. Bizarrement, aucune bête ne m'avait chassé. Lorsque je suis tombé, j'étais enfin calmé. La mort viendra enfin à moi. Dans peu de temps, je vais enfin pouvoir arrêter de souffrir. J'étais dans une forêt. Soudain, j'aperçus quelque chose. C'était un vieil homme chauve, à la longue barbe blanche et à la longue toge blanche, elle aussi. Sa toge était modeste. Il semblait en très bonne condition physique pour son âge. Il méditait sous un arbre, jambes croisées, paumes vers le ciel, yeux fermés. 2 moineaux étaient posés tranquillement sur chacune de ses mains. 2 autres sur son crâne. Il semblait être une statue et respirait à peine. Les oiseaux s'envolèrent et le vieil homme se leva. Il avait senti ma présence. Il s'avança vers moi aussi calmement que l'était sa méditation. Il ouvrit les yeux devant moi. Il avait les yeux blancs. Un aveugle. « Bonjour, jeune homme. Je sens beaucoup de douleur en toi. Tu n'as pas l'air en grande forme non plus. Puis-je t'aider? Par tout hasard ?» Je ne voulais pas. Épuisé à terre, je ne pus répondre que par des grognements et des signes de tête. « Cela me paraît vraiment important, tu sais. Tu veux discuter? Oula, attends. Je sens une maladie en toi. Ne bouge pas. » Le vieil homme me mit 2 doigts à l'intersection entre la mâchoire et le cou. Après ce contact, j'étais moins essoufflé et fiévreux, je pus me redresser légèrement. Normalement, j'ai touché une partie de ton corps qui, une fois stimulée, permet de rendre le corps plus résistant aux maladies. D'ici quelques heures, tu seras guéri. Toujours fatigué, je ne pus m'exprimer plus, malgré que je me sentais mieux. Cette personne m'étonnait, je la fixais. Mais il me dit « Écoute-moi bien. Je sais que tu as traversé des épreuves difficiles. Cela se voit. Mais sache que je peux vraiment t'aider. Je peux vraiment t'aider. Je peux te faire sortir de cet état. Mais je ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas se faire aider. » Il me tendit la main. Et il me dit « Et il est désormais temps, jeune homme, que tu te poses les bonnes questions. Maintenant, que veux-tu ?